Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture avec des romans que j'ai lus fin décembre et des romans que j'ai également lus début janvier. Il y a pas mal de titres avec des genres assez différents. Il y a une suite de saga que je mettrai à la fin du coup pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la suite de saga. Je vais commencer avec un premier tome de saga qui est le premier tome de la saga L'Empire d'écume de Andrea Stewart, avec le premier tome qui s'appelle La fille aux éclats d'os qui est sorti chez Big Bang. On est dans de la fantasy alors, qui est classée young adulte, comme je disais quand je vous l'ai présenté la dernière fois. C'est classé en young adulte en français avec la collection Big Bang, mais en VO c'est pas le cas, donc c'est un peu flou au niveau de où est-ce que ça se situe, je dirais. En fait, on est dans un empire où les enfants vont subir une sorte de rituel qui peut être mortel à certains moments pour leur prélever un petit éclat d'os qui se trouve derrière l'oreille. Et tous les éclats d'os qui vont être récupérés lors de ces rituels vont être stockés dans un endroit près de l'empereur, en fait, tout simplement. Car l'empereur est capable d'utiliser ces éclats pour faire ce qu'on appelle des concepts. Ces concepts, c'est un petit peu des animaux, mais qui sont modifiés avec, par exemple, des singes qui ont des ailes, ce genre de choses. Et ils sont un petit peu alimentés par les concepts, donc on met un ou plusieurs éclats à l'intérieur de ces animaux pour les contrôler avec un ou plusieurs ordres, par exemple, qu'on peut leur mettre à l'intérieur d'eux. Et c'est principalement la famille royale qui est capable de faire cette magie. Sauf que ces concepts étaient utilisés il y a pas mal de temps pour essayer de servir l'Empire, on va dire, dans des guerres et de défendre l'Empire. Sauf que ça fait plus de 50 ans que la paix est bien là et qu'il n'y a pas eu de guerre, donc le peuple en a marre de faire subir ce rituel aux enfants. Ce qui est un petit peu compréhensible parce que vu que ça cause des morts, c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, les éclats, lorsqu'ils sont utilisés, ça entraîne des conséquences aux personnes, en fait. Par exemple, si votre éclat d'os est utilisé pour alimenter un nouveau concept et que ce concept part en mission et fait, je sais pas, va d'un endroit à un autre vraiment de façon intense, il court ou quoi que ce soit, vous pouvez ressentir la fatigue parce que l'éclat d'os est lié quand même à vous, en fait, tout simplement. Donc on a le peuple qui est pas forcément d'accord avec ce qui se passe en ce moment, ils n'apprécient pas forcément l'empereur, tout ça. Et nous, là-dedans, on va suivre plusieurs points de vue. On va d'ailleurs suivre le point de vue de la fille de l'empereur avec Lynn. On a un point de vue avec Jovis qui est une sorte de contrebandier qui part à la recherche un petit peu de sa femme qui a disparu. Et on a également le point de vue d'une autre personne qui est Ranami, qui est la fille d'un gouverneur alors tous ces personnages ne se connaissent pas, ils sont à des endroits différents, donc on a vraiment on découvre des endroits grâce à ces personnages, ce qui est plutôt cool. Il y a des personnages qui vont se rencontrer, leurs chemins vont finir par se croiser et du coup ça va entraîner certaines petites choses. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que le premier tome est quand même assez introductif. On suit les personnages mais il faut apprendre un petit peu à les connaître, apprendre à connaître leur situation. On a vraiment un premier tome qui est bien dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la magie avec les éclats, avec les concepts, tout ça. J'ai trouvé ça assez original. J'ai pas forcément lu d'autres choses, enfin d'autres livres qui parlaient de ça, en fait, donc j'ai trouvé ça assez original. J'ai plutôt bien aimé les personnages, j'aime bien le personnage de Lynn et de Jovis parce que c'est des personnages qui sont un peu plus approfondis que le personnage de Ranami qu'on voit un peu moins, mais qui a l'air sympa aussi, mais c'est juste que je trouve qu'on la met un peu plus de côté. On a d'autres chapitres qui concernent des personnages, mais on n'a pas vraiment de nom, on ne sait pas vraiment qui on suit, et c'est des personnages qui ont une situation assez particulière, donc je peux pas trop vous dire ce qui leur arrive, c'est vraiment à découvrir et c'est très peu de chapitres quand même où on les suit. Ce que j'ai plutôt bien aimé aussi, c'est que c'est de la fantaisie asiatique et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit très souvent, notamment dans les romans où on a des personnages assez jeunes. Du coup là c'est pour ça à mon avis que ça a été classé en young adulte, mais c'est assez rare et je trouve ça vraiment cool d'avoir ce genre de représentation aussi. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, c'est juste que je trouvais que l'écriture était vraiment chouette, ça se lisait bien, sauf qu'à certains moments je m'ennuyais un petit peu parce qu'il se passe pas forcément énormément d'action.
Donc on avance un petit peu sur chaque personnage, sauf que ça fait ralentir un peu le rythme, je trouve. C'était bien pour découvrir l'univers et découvrir les différents endroits de l'Empire, mais d'un autre côté, ça n'a pas amené grand chose au niveau du rythme de l'histoire. Donc voilà, c'est juste ça m'a pas fait le sentiment comme j'ai par exemple avec d'autres romans de fantasy où on a beaucoup de points de vue, où ça accélère un petit peu le rythme parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer avec tel personnage, sauf qu'on le quitte pour trouver dans le chapitre d'après, vu qu'on suit un autre point de vue, et donc on a envie de savoir ce qui va se passer et de revenir au point de vue du personnage qu'on a laissé. Là, c'était pas trop le cas, je trouve que c'était intéressant, mais c'était pas non plus hyper addictif comme lecture. J'ai bien aimé également la petite créature marine qu'on va rencontrer et qui va être un peu liée à Jovis. Parce que c'est assez atypique aussi, on ne sait pas grand chose sur cette créature, on apprend à découvrir un petit peu ce que c'est au fur et à mesure de la lecture, et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà un petit peu pour ce premier tome. Grosso modo ça a été une bonne lecture, j'ai juste eu quelques lenteurs dans le récit, mais c'est quand même un bon premier tome assez introductif, et je lirai la suite avec plaisir parce que je trouve que la fin était quand même mieux au niveau du rythme, au niveau de l'intrigue. Je trouve qu'on avançait pas mal, et la toute fin vraiment donne très envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, qui d'ailleurs va arriver assez prochainement. Je crois que c'est février ou mars, je crois que le tome 2 sort. Donc c'est plutôt chouette que la suite arrive assez rapidement. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas le tome 2 je le lirai avec plaisir pour voir un petit peu vers quelle direction va partir l'histoire. Alors ensuite j'ai lu un roman qui a été quand même assez apprécié notamment sur Bookstagram, je l'ai vu beaucoup passer. C'est Les Graciers de Kieran Millwood Hartgrave qui est sorti chez Pocket. Alors j'étais assez hypée par rapport à ce que pouvaient dire les gens, parce que la thématique principale de l'histoire c'est la chasse aux sorcières, qui va être abordée sous une certaine façon. Et j'ai été quand même assez déçue par ce roman. J'ai pas été convaincue plus que ça par rapport à ce qui se passe. On est dans les années 1617 et on est en Norvège. Il va y avoir une grosse tempête qui va frapper l'île de Vardø. Et ce qui va quasiment tuer la quasi-totalité des hommes qui sont présents sur cette île, parce qu'ils sont partis en mer pour chasser. Et la tempête a été assez soudaine, donc ça a tué pas mal d'hommes. Donc les femmes, les enfants qui restent vont devoir apprendre à se démerder tout seuls. Elles vont devoir apprendre à survivre et apprendre à aller pêcher également pour avoir à manger et pour passer un peu l'hiver. Donc c'est un petit peu compliqué pour elles. Quelques mois plus tard, il va y avoir une sorte de seigneur qui va arriver sur l'île et qui va habiter au niveau d'une forteresse pour un petit peu voir ce qui se passe sur l'île, et qui va essayer de régner un petit peu sur l'île. Sauf que il a été un petit peu mandaté par le roi qui est présent à cette époque-là, je ne sais plus vraiment qui c'est, puisqu'en fait le roi a mis en place des décrets justement sur la sorcellerie à cette époque-là, sur les choses un petit peu bizarres qui peuvent arriver notamment avec les femmes. Et on a notamment un peuple qui est un peuple un petit peu indigène, parce que c'est un peuple qui a gardé ses coutumes et du coup il est considéré un petit peu comme tel. C'est le peuple des Samis, je crois. Et il y a quelques personnes qui justement habitent sur l'île de Vardø qui font partie de ce peuple-là. Donc le seigneur, quand il va arriver, il va garder un petit peu ces personnes-là à l'œil pour voir s'ils font pas des choses bizarres et s'ils peuvent pas accuser ces personnes de sorcellerie. Voilà, au niveau de l'histoire, je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà au niveau de l'arrivée des seigneurs, tout ça, ça arrive quand même assez tardivement dans le roman. On a une première partie, en fait on a un peu trois parties dans le roman. On a une première partie où on a l'introduction des personnages, la tempête et les femmes qui essayent de se démerder un petit peu. On a une deuxième partie avec justement l'arrivée de ce seigneur. On a une relation entre deux personnages qui va être assez approfondie. Et la dernière partie, c'est justement là où la thématique de la chasse aux sorcières va enfin arriver. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tard. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait cette thématique beaucoup plus tôt. Et du coup, je me suis un peu ennuyée dans le roman, parce que la deuxième partie où on a vraiment l'arrivée du seigneur et on va suivre vraiment deux femmes qui vont apprendre à se connaître, tout ça, c'était
c'était pas hyper intéressant, je trouve. J'ai pas réussi à m'attacher plus que ça au personnage. J'ai bien aimé le début avec justement la tempête, le fait que les femmes soient obligées de se démerder un petit peu. J'étais bien dans ma lecture au début. Ça se lit quand même assez bien au niveau du style d'écriture. C'est pas ça le problème, c'est juste que au niveau de l'intrigue, il m'a manqué quelque chose. J'aurais aimé vraiment que la chasse aux sorcières et toute l'intrigue par rapport à ça soit amenée beaucoup plus tôt dans le roman. Là, ça n'a pas été le cas, vraiment, c'était qu'à la fin. Et pour un livre qui est quand même. Il n'est pas très long, il fait 450 pages, même pas. J'ai quand même eu le sentiment de longueur pour un livre de cette taille-là, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est sorti début janvier, qui est sorti chez les éditions Albin Michel Imaginaire. C'est Les temps ultra modernes de Laurent Genefort, qui est un roman un petit peu steampunk où on va être dans les années 1920 et on va être dans un univers qui a été modifié par rapport à ce que nous on connaît, parce que il y a eu la découverte d'un certain métal qui est la cavorite, qui va permettre vraiment beaucoup d'avancées, notamment des avancées qui sont liées un petit peu à la gravité. Du coup, les voitures peuvent voler. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place au niveau des transports, c'est beaucoup plus facile. Et il y a également notamment les allers-retours pour aller jusqu'à Mars qui sont devenus très faciles, parce que grâce à ce métal, ça a été assez facile de mettre en place plein de choses. Donc on est sur vraiment un petit côté steampunk avec les avancées, tout ça. Et nous, dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages. On va suivre Georges qui est un jeune artiste qui a du mal un petit peu à finir le mois, on va dire. Donc il essaye un petit peu de se démerder pour survivre tout simplement. Et on va suivre Renée, qui est une institutrice qui va arriver à Paris parce qu'elle elle cherche du travail tout simplement. Donc elle va arriver là-bas pour trouver du travail, sauf qu'elle va rencontrer un Airlord, ce qu'on appelle un Airlord, c'est un martien tout simplement, qui a eu un accident, et du coup elle va chercher à l'aider et chercher à l'héberger tout simplement, sachant que les Airlords sont pas forcément très appréciés par les humains, ils sont un petit peu considérés un peu comme de la merde. Donc elle va chercher à l'aider, donc on va la suivre un petit peu avec ce personnage. On va également suivre deux autres personnages avec un médecin qui a dû quitter un petit peu sa vie d'avant parce qu'il il a pratiqué en fait une stérilisation de femmes de façon assez illégale. Et un autre personnage qui est un policier qui va du coup enquêter sur une contrebande de cavorite. Donc on va avoir les quatre personnages là qui vont être amenés dans le roman. Donc on va suivre un petit peu la vie de ces quatre personnages là. Alors au niveau de l'univers vraiment qu'a créé l'auteur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était assez original. Je trouve qu'au niveau de la cavorite et de l'explication sur justement les inventions qui sont présentes, on a pas mal d'informations. C'était vraiment plutôt chouette. Le point positif vraiment du récit, je trouve que c'est la mise en place de l'univers qu'a créé l'auteur, parce que c'est intéressant, c'est crédible, et c'est vraiment le point fort, je trouve, du roman. On a vraiment un petit côté où vu qu'on suit des personnages qui sont pas forcément de la même catégorie sociale, on va vraiment suivre on va avoir une diversité au niveau de l'univers, vu qu'on va suivre des personnages qui vivent pas forcément la même chose et qui voient pas justement la cavorite et ses bienfaits, on va dire, de la même façon. Donc c'était assez chouette d'avoir des personnages par exemple qui galèrent un petit peu avec l'artiste, avec Georges, qui du coup est un petit peu dans la panade pour plein de choses. On a également le point de vue du policier avec la contrebande, et il va voir également d'autres choses. Et voilà, et Renée qui arrive là et qui peut également un peu s'émerveiller de plein de choses, parce qu'elle n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Donc c'était intéressant d'avoir pas mal de personnages avec des statuts sociaux différents, j'ai vraiment bien aimé ça. Au niveau de l'univers, vraiment c'était vraiment très chouette. J'ai trouvé qu'au niveau du style d'écriture, ça se lisait vraiment bien, et malgré le fait qu'il y a pas mal d'informations sur la cavorite, sur le métal comme ça, c'est quand même assez abordable au niveau du style d'écriture. On comprend quand même ce qu'on lit, je veux dire, c'est pas non plus c'est pas hyper difficile de lire un chapitre, enfin il n'y a pas énormément d'informations poussées, donc c'est agréable à la lecture.
Par contre au niveau du style d'écriture, j'ai eu un petit manque au niveau des personnages parce que j'ai trouvé que c'était un peu le point faible de l'histoire, c'est que les personnages sont pas forcément très attachants. On aime bien les suivre parce que ça apporte pas mal de choses au niveau de l'univers, mais au niveau de l'attachement des personnages, j'ai pas ressenti vachement d'attachement justement, c'était un peu compliqué. Le seul personnage que j'ai vraiment aimé c'était René, j'ai trouvé que c'était le meilleur personnage qui était le mieux construit en fait tout simplement. Parce que les autres personnages, j'aimais bien les suivre, mais j'étais contente quand je retrouvais le point de vue de René, tout simplement. Donc voilà, ça m'a manqué un petit peu au niveau de l'attachement des personnages. Après, au niveau du roman, ce qui a pu me manquer aussi, c'était un petit peu une intrigue principale pour tout le tome. En fait, on a l'univers qui est créé, on a vraiment les personnages, on les suit, mais au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, c'est quoi le but de l'histoire vraiment? On met en évidence plein de choses, mais on n'a pas vraiment une intrigue qui fait que, je sais pas, qu'on est vraiment à fond dans le roman, qu'on a un rythme qui peut être soutenu parce qu'il y a une intrigue. Là c'était sympa, mais il y a eu un petit moment où c'était un peu lent parce que justement il m'a manqué une sorte d'intrigue en fait qui plus poussée en fait que ce qu'on a pu avoir dans le roman. Donc c'est un petit peu les deux choses qui m'ont manqué. C'est l'attachement au personnage et vraiment une intrigue qui faisait avancer un peu plus le récit. Mais sinon au niveau de la création de l'univers et au niveau vraiment au niveau de tout ce qui a été mis en place par l'auteur, j'ai vraiment beaucoup aimé et son style était très chouette aussi et j'ai vu qu'il avait écrit déjà plein d'autres choses, donc ça peut être chouette de le découvrir également dans un autre roman de SF parce que je crois qu'il a écrit que ça, si je dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment une bonne découverte parce que j'avais jamais lu cet auteur, j'en avais pas entendu parler non plus je crois, donc c'était vraiment cool et en plus la couverture du roman est vraiment magnifique, j'aime beaucoup et ça représente vraiment bien l'univers, donc ça c'est plutôt cool. J'ai également lu un autre roman qui est sorti tout début janvier, c'est Vertidog de Léonie de Rooder qui est sorti chez Robert Laffont. Alors on est dans un style complètement différent de ce que je viens de vous présenter parce que là on est plus dans du contemporain avec, non j'allais dire avec une touche un peu de SF mais non pas vraiment, c'est vraiment un contemporain avec justement le côté nouvelle technologie qui va être vraiment mis en avant. On va suivre un personnage pendant une journée, donc c'est un jeune français qui est parti vivre à San Francisco pour faire ses études et faire un stage puis trouver un boulot à la Silicon Valley. Sauf que tout va pas forcément se passer comme il l'avait prévu et il va perdre son stage et il va finir par trouver un travail en tant que dog walker, je crois, dog sitter, dog walker, voilà. Donc il va promener des chiens toute la journée pour gagner sa vie tout simplement. Donc on va les suivre pendant une journée et sa journée va pas forcément très bien commencer parce qu'il va se faire plaquer par sa copine. Donc comme il vivait un petit peu chez elle, c'est un peu compliqué pour lui, il va devoir chercher un nouveau logement pour le soir. Et on va le suivre pendant cette journée, pendant qu'il balade un petit peu ses toutous. Il va essayer de trouver comment faire pour se loger quelque part parce qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc on va suivre cette journée-là et malheureusement cette journée va finir par être un petit peu compliquée. Elle va virer un peu à la catastrophe par rapport à tous les événements qui vont arriver. Voilà, je vous en dis pas plus parce que vraiment le roman est extrêmement court. Il fait 211 pages, puis c'est écrit quand même assez gros. On a vraiment une mise en avant de tout ce qui est nouvelle technologie avec justement le personnage qui travaillait qui voulait travailler à la Silicon Valley. On a vraiment plein d'applications qui sont un petit peu pointées du doigt et justement le fait que c'est un peu comme si ça se passait dans le futur parce que c'est arrivé à un stade où les applications ont vraiment un rôle hyper important dans la vie, au stade où vous avez besoin d'applications pour ranger vos applications. Enfin vraiment c'est très difficile de ne pas être connecté H24. Donc c'est un petit peu ça le sujet principal du roman. On va vraiment avoir pas mal de technologies qui
qui sont pointés du doigt sur notre façon de consommer un petit peu les réseaux sociaux et la nouvelle technologie. Donc c'est un petit peu ça qui va être pointé du doigt, avec un côté assez humoristique qui va être amené dans le roman, avec le personnage, avec justement le fait qu'il promène des toutous. Ça va amener pas mal de petites situations comiques. Il va y avoir un événement qui va être un peu moins comique et qui va justement amener notre personnage à réfléchir un petit peu sur sa situation actuelle. Globalement, je passais un bon moment de lecture avec ce roman. Ça se lit très vite, ça se lit assez facilement. Le style de l'auteur est assez fluide, avec le côté humoristique qui fait passer un bon moment. Et si vous aimez un petit peu le côté nouvelle technologie et justement le fait qu'on pointe un peu du doigt les mauvaises choses qui peuvent apparaître avec les nouvelles technologies et avec les réseaux sociaux, ça peut vous plaire. Le seul truc qui m'a un peu gênée dans ma lecture, c'est un petit peu le vocabulaire et la façon de parler de notre personnage principal. Je suis pas du tout... Je trouvais qu'à certains moments c'était un peu trop bizarre, ça faisait pas forcément naturel et ça faisait comme si l'auteur avait voulu mettre des expressions un peu modernes justement dans le roman, mais moderne un peu cringe je trouve, parce que c'est pas des expressions que j'utilise et que je trouve forcément très... Je sais pas, j'aime pas trop ces expressions-là tout simplement. Après c'est chacun son goût et chacun sa façon de parler aussi. Mais c'est juste que des fois c'était un peu grossier et c'est le seul truc en fait qui m'a un peu fait lever les yeux au ciel de temps en temps. Mais sinon c'était très chouette. Donc voilà, si vous voulez un petit moment de détente avec ce genre de thématique, ça peut vous plaire. Et enfin le dernier roman que j'ai lu en tout début du mois de janvier, c'était ma première lecture de roman, c'est À feu et à sang, donc le 3e tome de la saga Les voleurs de fumée de Sally Green. Il est sorti tout début janvier également. Alors c'est un 3e tome de trilogie, donc je ne vais pas forcément vous en dire grand chose. Si vous voulez, je vous mettrai dans le petit i mon avis sur le 1er tome, si jamais ça peut vous aiguiller, savoir si la saga peut vous plaire ou pas. On est dans de la fantasy young adult avec complot politique, on va suivre plusieurs points de vue, on va avoir une nation qui commence à faire un peu n'importe quoi et qui va essayer de partir en guerre contre d'autres pays aux alentours pour justement avoir le contrôle sur ces contrées-là. Et on a également une magie qui est mise en place dans cette saga avec les démons, donc qui sont un peuple assez énigmatique, on va dire. On ne sait pas grand chose d'eux, sauf qu'on sait uniquement que la fumée a certaines propriétés, donc elle est chassée, mais elle est illégale, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'on va suivre un personnage qui est du coup qui est voleuse de fumée, et on va la suivre dans le 1er tome avec son acolyte justement, qui essaye de revendre cette fumée au marché noir. Donc voilà, on va avoir pas mal de points de vue. On va avoir le point de vue d'une fille de dirigeant. On va également avoir un de ses meilleurs amis en fait qui est dans le même peuple qu'elle. On va également avoir la chasseuse de démons. Enfin voilà, on a pas mal de points de vue dans le roman, ce qui est assez chouette. J'avais beaucoup aimé le 1er tome. Le tome 2 était un petit peu moins bien pour moi. J'avais quand même préféré le 1er tome avec la mise en place de l'univers et justement la découverte un peu de la magie. Après le tome 2 était vraiment sympa sur le côté démon, parce qu'on a eu plus d'informations justement dans le tome 2, et là du coup on a la conclusion de la saga que j'ai trouvé assez sympathique. Après je trouve que la fin va assez vite en fait dans le roman. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue et avec un peu plus d'explications, et c'était pas forcément la fin la plus extraordinaire qui soit. C'était quand même assez basique, assez classique, donc j'ai pas été vraiment surprise par la fin de cette trilogie, mais c'était quand même chouette à lire. J'ai bien aimé retrouver les personnages et j'aime quand même beaucoup cet univers, donc c'était vraiment chouette pour ça de retrouver cet univers et cette saga que du coup j'ai pas fait traîner, donc c'est plutôt cool. Donc première trilogie de terminer en 2022, ça c'est plutôt chouette aussi. Donc de toute façon je lirai les autres titres de Sally Green si jamais... je sais pas si elle a fait autre chose que cette saga et Half-Bad, parce que c'est les deux seules sagas que je connais de cet auteur.
Mais si elle fait d'autres choses, je pense que je me laisserai tenter parce que aussi niveau style d'écriture et niveau mise en place d'univers de fantasy, je trouve que c'est vraiment cool à découvrir. Donc voilà pour cette trilogie. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le premier tome si jamais vous voulez savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu un des romans que je vous ai présenté ou si jamais vous êtes intéressé par un des romans que je vous ai présenté justement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.